Pour ce 6e épisode, j'ai décidé de laisser la parole à la Charente, ce fleuve né dans le Limousin qui a donné son nom à 2 départements et qui, après 381 km, rejoint l'océan. C'est elle qui va vous raconter ma balade. Merci Papou pour ce cadeau. La randonnée commence ici à Saintes, antique et romaine. La capitale de la Saintonge doit son nom, Mediolanum Santonum, au peuple gaulois des Santons qui occupait ce territoire au moment de la conquête romaine. Si des premières traces d'occupation humaine ont été observées, il y a bien longtemps, la cité des Santons naît véritablement au 1er siècle avant Jésus-Christ, sur l'Oppidum, cet escarpement calcaire situé sur ma rive gauche. Un choix judicieux des bâtisseurs gallo-romains pour la protéger de mes débordements capricieux sur l'autre rive. Regardez à quoi elle ressemblait en 1560 avec son riche patrimoine. Cet arc double sur le pont romain qui me dominait, eh bien, il servait, sur une voie romaine majeure à l'époque, de porte d'entrée de la ville, alors première capitale romaine d'Aquitaine. Les voyageurs venus de Lyon, la capitale des Gaules, l'empruntaient. Légitime fierté des Saintais, cet arc monumental dit de Germanicus a la fonction discutée, utile ou commémoratif, inauguré en l'an 19, n'a été démonté qu'en 1843, puis remonté sur ma rive droite. Comme moi, il connaît l'histoire de la ville. Il a vu, dès le XVIIIe siècle, les bateaux des commerçants en vin et eau-de-vie, poteries et faïences réputées, naviguer sur mes flots vers Angoulême ou l'Atlantique, et ces mêmes commerçants construire ces belles demeures qui se reflètent sur mes eaux calmes ce matin. Regardez comme mes berges sont douces et colorées. Pas étonnant que les pêcheurs et les promeneurs aiment me côtoyer. Ici, à Port-Berthaud, près de Bussac, ce sont les peintres que j'ai inspirés, et pas n'importe lesquels. Gustave Courbet, vous connaissez ? Ce socialiste, franc-comtois d'origine, arrive en mai 1862 et tombe sous le charme de la Saintonge et de ma personne. Regardez comme il était bien à l'ombre du grand saule, peignant cette huile sur toile. Le bonheur, n'est-ce pas ? Ce chef de file du courant réaliste, précurseur de l'impressionnisme, aurait peint près de 100 toiles pendant son séjour en Saintonge, comme celle-ci. De son passage ici, on retiendra aussi cette œuvre singulière où il exprime son caractère profondément républicain et anticlérical. Le maître voulait y mesurer le degré de liberté que nous accorde notre temps, prouver, disait-il, la férocité de son indépendance et de son individualité.
Ici, sur ma rive droite, les maisons du village avec ruelles et charmantes venelles exposent leurs murs au soleil couchant. Depuis la terrasse panoramique du château fort, tailles bourgeoises et visiteurs me contemplent, mais c'est de la chaussée de Saint-James que je veux vous parler. Cette chaussée, construite sur une ancienne voie romaine, probablement au XIIe siècle par Geoffroy de Rançon, seigneur de Taillebourg, permettait de rejoindre le village par un pont. Elle comprend 22 arches, dont 3 voûtées d'origine. Actuellement, la chaussée est toujours utilisée comme voie de secours lorsque je sors de mon lit mineur pour le grand bien des prairies alentours. Pittoresque et utile. Le 21 juillet 1242, elle a fait l'histoire. J'en ai été témoin. Elle fut au cœur d'un épisode historique rendu célèbre par Delacroix au XIXe siècle par son tableau « La bataille de Taillebourg », immortalisant ainsi l'affrontement de Saint-Louis et d'Henri III, roi d'Angleterre. Une plaque commémore d'ailleurs cette grande victoire de Saint-Louis. Et voici Port-d'Envaux, ce joli village, paisible aujourd'hui, qui épouse bien ma courbe. Cependant, au XVIIIe et XIXe siècle, il en était tout autre. Sur mes quais s'agitaient effectivement carriers et gabariers affairés au commerce de la pierre blanche de Saintonge, faisant la prospérité de la cité. C'est dans les calcaires du Crétacé, une époque géologique, ici, au bord de mon bassin fluvial, que l'on trouve les carrières de Saint-Vez, Placet ou de Crasane notamment, reconnues comme antiques, dont la pierre de taille a magnifié des lieux de vie saintongeais, des églises, des châteaux et magnifié des édifices marquants du patrimoine charentais, tels le phare de Cordouan, Fort Boyard, la corderie royale de Rochefort, pour ne pas tous les citer. Aujourd'hui, le bruit des pics et des sillons des carriers, attaquant, sciant la roche, ne résonne plus. Seule une carrière en produit encore. Dans les autres, la végétation, la faune, la flore y ont repris leurs droits, comme on le voit sur ces images. Au Lapidial et sur l'aire autoroutière de Crasane, des échappées nature revisitent le passé carrier de la région et des artisans y cisèlent artistiquement cette pierre blanche au grain si fin. Là, à Port-d'Envaux, tout respire encore le souvenir de la batellerie, des mouvements des gabarres sur mes flots et des clameurs de leurs équipages. Les noms des rues, des graffitis sur la pierre, mais encore les belles demeures d'armateurs sur le chemin du château de Panlois ou le chemin de Halage en témoignent. Aujourd'hui,
Sur les quais, d'autres activités de loisirs sont apparues. À quelques hectomètres de Port-d'Envaux, voici Penlois et sa grande terrasse ceinte d'une élégante balustrade, juste séparée de mon lit par une vaste prairie en pente douce. Bâti en 1772 sur des vestiges du XVIe siècle d'influence Renaissance tardive, l'actuel château, épargné par la Révolution en s'appuyant habilement sur la loi révolutionnaire du divorce, a été stigmatisé par un incendie en 1812. Il subira ensuite diverses restaurations pour lui donner son allure d'aujourd'hui. Ce bel ensemble comprend, en plus du château, une chapelle, des écuries et 7 fuies ou pigeonniers de 1620. Avec ses 3000 boulins ou nids, elle était essentielle dans le passé pour l'économie locale, autant pour la viande des pigeons que pour leur fiente, riche en azote. Cette fuie, couverte de tuiles plates et surmontée d'un clocheton d'ardoise, est un bel édifice, d'ailleurs classé monument historique. Certains soirs, de mes berges, je suis le témoin privilégié d'une activité nocturne singulière. Les fantômes de Penlois s'agitent. Osez les rencontrer, vous en apprendrez plus sur les ancêtres du château et découvrirez son ameublement Louis XV. Pour terminer la balade, une belle surprise en cette fin d'été ensoleillé, Saint-Savigne. Situé à flanc de coteau, accolé à la falaise de calcaire, le village, tranquille, a belle allure sur son promontoire rocheux. Depuis l'Antiquité et durant tout le Moyen-Âge, le village doit son essor au commerce de la pierre calcaire. Le port, très réputé au XVIIIe siècle, est resté très actif jusqu'au début du dernier siècle. Dans la ville haute, c'est moins connu du visiteur, on trouve de l'habitat troglodytique, proche du château de la Cave. Prenez de la hauteur par la ruelle Rose, par-dessus les toits de la ville basse, pour gagner l'église, bel exemple de l'architecture romane saintongeaise. De là, on rejoint la ville basse, dont les jardins se baignent dans mes eaux au reflet du soleil couchant. Nous voici au terme de la randonnée, Papou. Mais pour moi, l'aventure continue. Dans moins de 50 km, le grand large.